Salut les calamars géants. Ah, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, et j'ai envie de vous dire même comment ça va aujourd'hui. Waouh, c'est pas tous les jours qu'on a le droit à une poiscaille aussi stylée. Ouais, c'est vrai. Ça m'a encore essoufflé ces conneries. Bon voilà, du coup c'est cadeau. Hein. Ceci dit, j'ai pas choisi cette poiscaille au hasard. Alors, déjà, c'est pas une poiscaille, hein, c'est pas un poisson vraiment à proprement parler. Ouais, parce que même si on a pu en observer un spécimen au début des années 2000, cet animal est entouré de pas mal de mystères. Et il a inspiré aussi de nombreuses légendes. Exactement comme les histoires dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc posez-vous, mettez votre cul sur ce qui est à portée de main. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va aller écumer les mers et les océans à la recherche de mystères et de navires engloutis. Et on va en trouver, croyez-moi. Des naufrages, il y en a un nombre incalculable dans l'histoire de la navigation. On ignore l'existence de beaucoup d'entre eux et d'autres ont marqué les esprits comme le naufrage du Titanic. Un paquebot qu'on ne présente plus quoi. Mais il y a d'autres naufrages bien moins connus et entourés de mystères depuis parfois plusieurs siècles. Justement, c'est de quelques-uns de ces naufrages inexpliqués dont nous allons parler aujourd'hui. Et je préfère vous prévenir, on va nager dans pas mal de mystères, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura des complots gouvernementaux? Oui. Il y aura des légendes? Bien sûr. Il y aura des trucs inexplicables? Naturellement. Il y aura des ossements étranges retrouvés au milieu d'îles désertes et perdues? Ça va de soi. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend? Alors qu'est-ce qu'on attend? Enfilez vos cirés, préparez-vous aux tempêtes, à la mer déchaînée et surtout, préparez-vous à ne jamais revoir la Terre. Si vous rentrez vraiment dans le jeu, hein, évidemment, parce que sinon vous avez votre cul sur l'objet, vous savez. Aujourd'hui, donc, nous allons nous pencher sur 3 naufrages qui sont tous entourés de mystères et d'étrangetés. Celui de l'Estonia, du Lancastria et ceux de l'Erebus et du Terror. Et vous allez voir que, à travers ces 3 navires, on va de plus en plus remonter dans le temps. Alors, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour trouver des naufrages énigmatiques dont on sait peu de choses encore de nos jours. Prenons par exemple le cas de l'Estonia. C'est un ferry qui a coulé il y a seulement 17 ans et dont le bilan du naufrage est très lourd. Sur 1 millier de passagers, 850 sont morts et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi. Même les survivants n'ont aucune idée de ce qui s'est passé à bord. Et le naufrage a donné lieu à de nombreuses théories. Problème de conception, négligence des autorités maritimes, erreur humaine, collision avec un sous-marin, voire même complot impliquant le KGB. Mais avant toute chose, tenons-nous-en aux faits. Nous sommes en 1994, l'Estonia est un ferry faisant la liaison entre l'Estonie et la Suède. Bon, là c'est un navire qui a déjà pas mal caboté, hein. C'est-à-dire qu'il naviguait de ville en ville le long des côtes, Il va de ville en ville. sans aller au large. Il s'occupait en fait de faire la navette entre les différentes villes côtières de la mer Baltique. Mais un jour, alors qu'il reliait l'Estonie à la Suède, le navire se retrouva pris dans une mer un peu agitée. Pour des raisons assez obscures, il se retourna et coula en l'espace de seulement 35 minutes. Waouh, mais c'est court 35 minutes. Ouais, c'est très rapide. Pour vous donner une comparaison, par exemple, le Titanic, il avait coulé en 2h30, 3h. Et puis, en plus, le fait que le navire se soit retourné a empêché pas mal de passagers de pouvoir utiliser les canaux de sauvetage. Seulement 137 personnes survécurent au naufrage, sur à peu près 1 millier de personnes, hein, comme je vous l'ai dit, sans avoir aucune idée de ce qui s'était passé. Bon, c'est tragique, mais j'imagine qu'il y a une explication logique à tout ça. Oui, sans doute, mais le gouvernement suédois va éveiller les soupçons en adoptant un comportement bien étrange et en prenant une série de décisions aussi bizarres qu'inexplicables. Elle ne remettra pas à flot l'épave, empêchant donc son étude pour déterminer les causes précises du naufrage. Pire que ça, le gouvernement suédois interdira aux plongeurs l'accès à l'épave de l'Estonia et envisagera même de la recouvrir complètement d'un dôme de béton pour la rendre totalement inaccessible. Autant de décisions pour le moins, du coup bizarre, ouais. Alors pour ce qui est de ne pas repêcher les corps, les autorités suédoises expliqueront que c'était pour ne pas traumatiser les équipes de sauvetage. Bon, c'est un petit peu discutable hein, quand même comme argument, surtout quand on pense à toutes les familles des naufragés. Et puis pour ce qui est de ne pas renflouer l'épave, la Suède a avancé des arguments techniques. C'était trop compliqué, etc. Sauf que non. Avec les moyens de l'époque, il était parfaitement possible de remonter l'épave. D'autant plus qu'elle reposait qu'à 80 mètres de profondeur, hein. Ce qui est quand même relativement peu. Hein. En comparaison, encore une fois, l'épave du Titanic, elle repose à plus de 3800 mètres de profondeur, dans les abysses. Et pourtant, on a réussi à en remonter pas mal de choses. Ouais, c'est bizarre. Mais si j'ai bien compris, ils veulent pas renflouer l'épave, mais ils projettent de la recouvrir de béton. C'est ça, c'est ça. Le dôme de béton était supposé empêcher les plongeurs d'accéder à l'épave. L'idée a été abandonnée car elle était trop coûteuse à réaliser. Mais la Suède a officiellement interdit à quiconque d'aller explorer l'épave.
Mais c'est légal de faire ça? Bah, pas vraiment, puisque l'épave de l'Estonia se trouve dans les eaux internationales et pas dans les eaux territoriales suédoises. Et on peut ajouter à ça le fait que l'enquête réalisée par la Suède, pour connaître la vérité, aurait été menée avec une certaine mauvaise foi, au dire de certains enquêteurs de l'époque. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'étrangetés, et pourtant, ce n'est que le début. Non mais c'est pas vrai! Des commissions d'enquête seront montées pour déterminer les causes précises du naufrage. Elles reconstruiront une maquette de l'Estonia et, dans un bassin spécial, étudieront son comportement pour comprendre le naufrage et ses raisons potentielles. Bref, ils refont une simulation quoi. Et la conclusion officielle est que la porte du ferry, celle donc par laquelle rentraient les voitures, a cédé et l'eau s'y serait engouffrée. Cette fameuse porte avant du navire a été repêchée et a partiellement confirmé l'hypothèse d'ailleurs. Mais cette réponse était loin de satisfaire tout le monde. D'autant plus que des théories étranges commencent à se former autour de l'Estonia. L'une d'entre elles fera couler beaucoup d'encre. Elle est passée à la postérité sous le nom de dossier Félix. Le dossier Félix doit son nom à un douanier estonien qui a affirmé que l'Estonia transportait secrètement des armes pour le compte d'un militaire estonien influent. Et curieusement, ce douanier Félix a été assassiné peu de temps après son témoignage. Et rappelez-vous, le naufrage de l'Estonia a eu lieu dans les années 90, à l'époque où l'URSS se disloque. Or, l'Estonie était une ancienne république soviétique qui a retrouvé son indépendance à l'effondrement du bloc communiste. J'ai du mal à voir où tu veux en venir. Eh bien, comme je vous l'ai dit, le dossier Félix mettait en cause un important militaire estonien qui avait la particularité d'être plutôt populaire en Estonie et qui était farouchement opposé au communisme et à la Russie. Bref, la théorie est étrange, tellement étrange qu'on se met à enquêter dessus et qu'on découvre qu'en réalité, c'était en fait un coup monté de toutes pièces par le KGB. Elle avait pour but de discréditer le militaire estonien indépendantiste. Donc la seule chose vraie dans le dossier Félix, c'est qu'un douanier avait bel et bien été assassiné dans des conditions étranges. Et le douanier s'appelait Félix. D'autres théories ont suivi. Certains racontent que l'Estonia aurait été coulée par un ancien sous-marin soviétique revendu à des terroristes. D'autres disent que c'est un coup de la mafia qui transportait de la drogue sur le navire. Et puis il y a aussi la théorie d'une mine magnétique posée sur la coque du navire. Bon. Mais du coup, il s'est passé quoi en vrai? Eh bien, en vrai, encore à l'heure actuelle, on ne sait pas. La théorie de la porte qui a cédé, avec toutes les bagnoles et tout, continue d'être la théorie officielle, mais une expédition indépendante qui a exploré l'épave a découvert un trou béant de 4 mètres dans la coque. Après analyse d'échantillons, un labo a conclu à l'utilisation d'explosifs, mais un autre a conclu à un choc thermique. Mais attends, la Suède n'a pas interdit d'aller sur l'épave? Si. D'ailleurs, les auteurs de l'expédition se sont mangés une interdiction de séjour sur le territoire suédois. Voilà, ça c'est cadeau. Bref, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas exactement ce qu'il est arrivé à l'Estonia. Et l'enquête n'avance pas très vite car entre le constructeur du navire, qui est allemand, la Suède et l'Estonie, qui sont les deux pays dont sont issues les victimes, et le bureau des vérifications techniques, qui gère les enquêtes et qui est basé en France, c'est un mystère doublé d'un bordel juridique sans nom. Ceci dit, en 2020, la Suède a autorisé une nouvelle exploration officielle de l'épave. Là, que découvrira-t-on? Eh bien, l'affaire est à suivre. Pendant l'été 1940, un étrange phénomène se produit sur les côtes françaises. Des centaines, voire des milliers de cadavres sont rejetés sur les plages de Vendée et de l'île de Noirmoutier. Pourtant, dans les journaux, aucun naufrage n'a été signalé. Et officiellement, aucun accident ne sera jamais rapporté. Notre deuxième naufrage a eu lieu le 17 juin 1940, au large des côtes françaises, non loin de Saint-Nazaire. Bon, vous en avez probablement jamais entendu parler, parce qu'il a été immédiatement classé top secret par Winston Churchill lui-même. D'ailleurs, encore aujourd'hui, pas mal de documents qui concernent ce mystérieux naufrage sont toujours classés et sont donc inaccessibles. Complotiste! On connaît toutefois quelques éléments de l'histoire, notamment le nom du navire qui s'appelait le Lancastria. Le Lancastria était un paquebot britannique entré en activité dans les années 1920. Bien qu'il soit conçu comme un navire de transport civil, il fut réquisitionné lors de la Seconde Guerre mondiale et reconverti en navire de transport pour les troupes alliées. Et justement, les troupes ont bien besoin de transport, puisque si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, c'est pas le cas, c'est pas grave, vous savez qu'en 1940, l'armée allemande a réussi à envahir la France, parce qu'on était à ce moment-là en pleine Seconde Guerre mondiale. Les soldats français et britanniques quittent le pays pour ne pas se faire capturer. Le repli est un peu bordélique, grosso modo. On se réunit dans les grandes villes portuaires pour entasser les soldats dans les bateaux aussi vite que possible et les rapatrier en Angleterre. C'est dans l'une de ces villes, Saint-Nazaire, qu'on retrouve le Lancastria, qui participe à l'opération d'évacuation de la ville. Et on estime d'ailleurs qu'il a embarqué entre 6 000 et 9 000 personnes, soit entre 4 et 5 fois sa capacité initiale.
Seulement voilà, alors qu'il était à quelques encablures de son départ, le bateau a été brutalement coulé par l'aviation allemande qui l'a bombardé. Bah, c'est pas mystérieux si on sait pourquoi le bateau a coulé. Bah, on le sait seulement grâce aux témoins et aux survivants. Mais à l'époque, le naufrage est passé complètement inaperçu. Pire que ça, en l'apprenant, le gouvernement britannique a décidé de classer immédiatement l'affaire secret défense. Et ce pour une durée de 100 ans. Autrement dit, même si on a des témoignages sur le naufrage, on ne pourra pas vraiment savoir ce qui s'est passé avant 2040. Mais pourquoi avoir décidé un tel truc? Bah, ouais, il y a bel et bien une raison. La date du naufrage est le 17 juin 1940. Or, cette date est une date clé dans la Seconde Guerre mondiale, car c'est le jour où le maréchal Pétain a appelé les Français à cesser le combat. Le lendemain, le 18 juin, c'est le général de Gaulle qui fera son appel à la résistance. Pour le dire simplement, l'actualité au moment du naufrage est très chargée. Et les nouvelles sont vraiment très mauvaises. À tel point que le naufrage du Lancastria, personne n'y fait attention. Il passe complètement inaperçu. Et quand Churchill est averti de la catastrophe, il décide de tout passer sous silence pour ne pas miner davantage le moral des Britanniques, qui vient d'être sévèrement atteint par la reddition de la France. C'est pour ça que le naufrage du Lancastria a été passé sous silence donc. Et encore à l'heure actuelle, il renferme pas mal de mystères. Par exemple, on ne sait pas exactement comment s'est passé le naufrage, ni combien de personnes sont mortes. Nous on estime qu'il y a eu 2 à 4 fois plus de victimes que pendant le naufrage du Titanic. Ce qui du coup quand même ferait du naufrage du Lancastria l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire. En 1845, 2 navires, l'Erebus et le Terror, prennent le large pour une expédition aux confins du monde connu. L'objectif est de trouver un passage au nord du Canada pour relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Mais aucun membre de l'expédition ne reviendra jamais pour raconter le voyage. Notre dernier naufrage est encore plus ancien que les précédents. Il date de plus de 170 ans et a la particularité de lier le destin de 2 navires, l'Erebus et le Terror. Cette histoire est aussi incroyable que mystérieuse et il a fallu plus d'1 siècle et près d'une 50aine d'expéditions différentes pour tenter de comprendre ce qu'il était vraiment arrivé aux 2 navires et à leur équipage. Et croyez-moi, il y avait du boulot car les différents indices retrouvés pour remonter la piste du naufrage étaient dignes d'une nouvelle de ce cher Lovecraft. Vous savez, le gars qui a inventé Cthulhu et tous les monstres abominables. Ah ouais? Genre des lettres mystérieuses, des tombes avec d'étranges citations gravées dessus, des légendes inuites bizarres et des piles d'ossements taillés retrouvés sous la glace? Oui, exactement. C'est tout à fait ça, mais pas que. Enfin, ne nous emballons pas et, avant toute chose, voyons un peu le contexte. L'expédition de l'Erebus et du Terror a été dirigée par un certain John Franklin, un marin chevronné qui n'en est pas à son premier coup d'essai en matière d'exploration maritime. Pour son expédition, il dispose de 2 navires, donc l'Erebus et le Terror, 2 bateaux bien robustes quand même, équipés de coques renforcées, mais aussi d'un système de chauffage et dont les cales sont remplies de 3 années de vivres. Il était calé. Ah ouais, les mecs ont prévu large. Ouais, on peut le dire, ils n'ont pas fait les choses à moitié. En même temps, l'expédition doit ouvrir une nouvelle voie maritime dans le Grand Nord, au-dessus du Canada, pour relier le Pacifique à l'Atlantique. Elle doit passer par une zone qui était encore inexplorée à l'époque et on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Il valait donc mieux prévoir large. Seulement, malgré toutes ces précautions, 3 ans après le départ de l'expédition, aucune nouvelle. On attend, et finalement, on se décide à lancer une expédition pour tenter de retrouver les 2 navires disparus. Et ce sera la première d'une 50aine de tentatives différentes. Mais on ne retrouve que 3 tombes sur une île déserte. Et il s'agissait de 3 membres d'équipage. Et sur une de ces tombes, une étrange citation de la Bible est écrite. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Bon, la traduction est un petit peu compliquée, mais on peut dire qu'en français, ça donnerait quelque chose comme ça. Ainsi parla le Seigneur des armées. Réfléchissez à ce que vous faites. Bizarre, effectivement. Ouais, mais les choses ne s'arrêtent pas là. La date de mort de ces 3 marins correspond au début de l'expédition, à un moment où il y avait des vivres, du bois pour se chauffer, etc. Personne n'avait de raison particulière de mourir. Ces cadavres furent finalement déterrés et analysés par des archéologues, qui y trouvèrent une quantité importante de plomb. L'hypothèse principale est que ces 3 hommes auraient été victimes d'un empoisonnement au plomb, dû à des conserves de nourriture mal préparées. Mais rien n'est sûr, et la cause officielle de leur mort reste inconnue. Bon, on a 3 tombes, mais le reste de l'équipage et les navires, ils sont où? Patience. 10 ans après la disparition du Terror et de l'Erebus, une nouvelle expédition fut montée et retrouva un autre indice
sur une autre île. Un message roulé dans une boîte de conserve vide. Et le contenu de ce message n'est pas vraiment rassurant. La lettre retrace dans les grandes lignes le parcours des deux navires, donnant leurs différentes positions. Seulement, en bas de page, une note rajoutée et datée d'1 année après le reste de la lettre rapporte la mort de 9 officiers, 15 matelots et du chef de l'expédition, John Franklin lui-même. La cause de leur décès est inconnue. Autrement dit, l'expédition se retrouve piégée dans les glaces, à des centaines de kilomètres du lieu habité le plus proche, sans personne pour la guider. Les vivres s'amenuisent et, comble de la malchance, l'été est particulièrement froid. Et qu'est-ce que ça change? De toute façon, il fait tout le temps froid là où ils sont, non? Certes, mais la navigation n'est possible qu'en été, puisque le reste du temps, l'océan est gelé. Or, si la glace ne fond pas, les rébus et le Terror sont bons pour rester 1 année de plus prisonniers, sans aucune chance de pouvoir s'échapper. Un petit peu comme l'expédition d'Ernest Shackleton, pour ceux qui s'en souviennent. Bref, les choses ne s'engagent vraiment pas bien pour nos survivants. Je précise qu'à ce stade de notre histoire, on est dans de la pure spéculation et les hypothèses dont je vais vous parler sont basées sur les découvertes des nombreux archéologues qui se sont penchés sur le sujet au fil des ans. Mais pas que. Eh ouais, chez les Inuits, les peuples du Grand Nord canadien, certaines histoires circulent. On raconte que des chasseurs auraient aperçu des hommes sur la banquise. Ces hommes marchaient vers les côtes, entraînant derrière eux un canot rempli de vivres. D'autres Inuits disent avoir aperçu un navire à la dérive beaucoup plus au sud que ce que disaient les coordonnées officielles. Mais le plus étrange était que le navire dégageait de la fumée, comme s'il y avait encore des activités à bord. Me dis pas que les archéologues se sont basés sur ces histoires pour leurs recherches. Bah si, en même temps, il fallait bien partir de quelque part, quoi. Mais bon, faut savoir que la culture des Inuits est orale, et pour éviter de déformer la vérité, ils donnent beaucoup de détails dans leurs histoires. En écoutant les témoignages, les archéologues parviennent à identifier des lieux évoqués dans les histoires des Inuits, et vont faire des découvertes aussi inquiétantes que déroutantes. Les archéologues parvinrent à trouver plusieurs traces de campements établis par les naufragés. L'un d'entre eux, le dernier, comportait un grand nombre d'ossements humains répartis un peu partout, à l'exception d'un grand tas d'os au beau milieu du camp. Mais le plus étrange était que certains de ces os comportaient d'étranges entailles. Là, on peut se dire, qu'est-il arrivé à notre équipage? Oh, je sais, c'est comme dans les montagnes hallucinées de Lovecraft. Ils sont tombés sur des anciens et des shoggoths qui les ont massacrés. Hop, calme-toi un peu. Alors déjà, il n'y a pas vraiment eu de montagne, là où s'est passée l'expédition. Il n'y a pas non plus de monticule de neige étrange ou quoi que ce soit. Les Inuits les ont tués et ont inventé de fausses histoires pour cacher leurs actes. Non mais arrêtez avec ça. Ils n'avaient vraiment aucune raison et aucun intérêt de faire ça. D'autant plus que les archéologues ont estimé qu'il y avait plusieurs dizaines de corps, voire une centaine, dans le dernier camp. Et même si nos survivants étaient sans doute à bout de force, ils étaient quand même nombreux en comparaison avec une poignée de chasseurs inuits. Je suis sûr que c'est un coup des extraterrestres qui les ont Non mais arrêtez avec ça. En fait, la vérité n'est pas belle à entendre, mais c'est malheureusement ce qui arrive dans de nombreuses histoires de survie, le cannibalisme. Les marques sur les os sont des marques de couteau, et on suppose que les survivants, à court de vivre, ont mangé les morts, allant jusqu'à ronger leurs os pour tenir un peu plus longtemps. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à les sauver. Et les navires, on les a jamais retrouvés? Les Inuits ont raconté avoir vu un bateau à la dérive, non? Bien, on suppose que l'un d'entre eux a été broyé par les glaces. Mais les archéologues ont fouillé les os indiqués par les Inuits. Et en 2014, plus d'1 siècle et demi après l'expédition, ils ont finalement retrouvé l'épave de l'Erebus. Elle est en cours de fouille et, bien sûr, on espère qu'elle permettra de répondre à toutes les questions qui entourent encore cette tragique expédition. Et bien voilà, du coup, la Poiscaille, je crois qu'on a fait le tour de nos mystérieux naufrages. Enfin, on a fait le tour dans la mesure du possible, parce que, comme vous avez pu le voir, certaines zones d'ombre entourent encore nos histoires. Si vous voulez en savoir plus et creuser, je vous rappelle qu'il y a les sources en description, comme d'hab. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de finir cette vidéo par une citation de l'écrivain François-Henri Désérable, qui disait « L'histoire balbutie, tâtonne, et parfois, c'est la légende qui finit par l'emporter. Elle se nourrit de ses lacunes, et c'est très bien comme ça. Après, qui sait, c'est peut-être parce qu'ils ne restreignent jamais notre imagination que les légendes et les mythes plaisent tant à l'humanité. » Et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On espère aussi que vous avez vu le trailer de notre projet de roman augmenté qui est sorti il y a pas longtemps. Si oui, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et sinon, faut aller le regarder maintenant. Allez, on va le regarder. Allez. En tout cas, la campagne sort lundi prochain sur Ulule. On vous a préparé plein de surprises et on a hâte que vous découvriez tout ça. Sur ce, ciao!